Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Cet immeuble hébergeait le siège social du Crédit Lyonnais. Le quadrilatère est formé par le boulevard des Italiens, la rue de Gramont, la rue du 4 septembre et la rue de Choiseul. Le bâtiment est parfois nommé Hôtel des Italiens. En 1876, Henri Germain achète une parcelle de 1590 mètres carrés. Il fait raser l'hôtel de Boufflers au Venelle et demande à l'architecte William Bowens van der Boyen d'édifier le siège social du Crédit Lyonnais. Bien que commencés en 1876, les travaux ne prennent fin qu'en 1913, sous la houlette de Victor Laloux et André Narjou. La construction grandiloquente avait pour ambition d'impressionner les clients et les investisseurs. Une légende prétend qu'un plan B était prévu pour le cas où la banque ferait faillite, reconvertir l'immeuble en grand magasin. Ce dernier est inauguré le 21 mars 1878 en présence de Léon Gambetta, président de la commission du budget de l'Assemblée nationale. L'immeuble s'organise autour d'un grand escalier en double révolution inspiré par celui du château de Chambord. La réputation de l'établissement est telle que la banque distribua des billets d'autorisation à visiter. Une bourse du soir est organisée par les coulissiers en 1880 dans le grand hall de 4h à 7h du matin. 2 ans plus tard, le siège social du Crédit Lyonnais, installé à Lyon, est transféré à Paris. L'habillage en pierre, symbole traditionnel de richesse, dissimule une charpente métallique réalisée en partie par les établissements Eiffel et Moisan. L'avant-corps central de la façade, sur le boulevard des Italiens, s'inspire du pavillon de l'horloge du Palais du Louvre. On aperçoit notamment les 4 cariatides symbolisant les heures du jour qui encadrent l'horloge. Elles sont dues respectivement à Henri Lombard, Édouard Pépin, Antonin Carlet et Désiré Maurice Ferrari. Ces statues soutiennent un fronton semi-circulaire réalisé par Camille Lefebvre, représentant la banque distribuant le crédit, flanqué des allégories du commerce et de l'industrie, et de la Seine et du Rhône. Le pavillon comporte une double serlienne au rez-de-chaussée et au premier étage. La baie centrale est plus haute que ses voisines. Elle est formée d'un arc en plein cintre, tandis que les baies latérales sont rectangulaires et coiffées d'un linteau. Le toit en ardoise s'inspire de celui du pavillon de Flore, toujours au Palais du Louvre. Les guichets et les bureaux s'organisent sur 3 niveaux, de part et d'autre d'une galerie éclairée par une verrière. Aucune cloison ne fragmente ce lieu ouvert à la vue du public et de toute la hiérarchie. Cela ne pouvait que satisfaire Henri Germain, fondateur de la banque en 1863, qui estimait que les cloisons servent uniquement aux employés pour lire leur journal. Un hall se situe à chaque extrémité du bâtiment, éclairé chacun par une verrière à 21 mètres de hauteur, réalisée par l'atelier Eiffel. Le hall d'entrée sur le boulevard des Italiens est monumental et s'ouvre sur une large rotonde vitrée comportant un escalier plaqué de marbre vert et d'onyx rouge. Il hébergeait dans les étages les bureaux de l'état-major et de la banque. Lors de son ouverture, le bâtiment abritait une des premières installations électriques de la capitale pour donner du jour aux salles des coffres. Une partie du plancher était en dalles de verre fabriquées à Saint-Gobain. Pour impressionner le public et l'inciter à traverser, une gigantesque salle des papes perdus, éclairée par 310 becs à 2 gaz, ouvrait sur des rangées de guichets à la mode anglaise, c'est-à-dire sans grille ni vitre. Quant à la direction, elle bénéficiait au premier étage de portes en acajou avec lambris et tentures de reps verts. C'est d'abord le service des titres, à l'époque matérialisé par des coupons de papier, qui déménage de Lyon vers Paris. Les coupons sont conservés dans les 195 coffres fichés des salles du sous-sol, entourés par un chemin de ronde et desservis par un escalier en haut duquel un cendrier porte la mention « Éteignez vos cigares ». C'est surtout l'escalier à double révolution, ou en double hélice, qui fait la renommée de l'hôtel des Italiens. Comme celui de Chambord, il fut construit dans l'objectif d'éviter à la direction de rencontrer les employés.
La volée d'escalier de la direction présente une double balustrade, tandis que celle des employés n'en possède qu'une. La volée d'escalier de la direction, la plus proche de l'entrée du boulevard des Italiens, conduit à l'état-major et à la salle du conseil en une révolution. L'escalier de pierre se poursuit ensuite sous forme d'un escalier métallique à partir du 2e étage et jusqu'au 4e, tout en conservant son système en double révolution. L'ensemble est illuminé par une verrière située à 30 mètres au-dessus du sol. Quelques bureaux sont accessibles via un escalier classique au 5e et même au 6e étage à l'intérieur du pavillon d'honneur situé au-dessus de l'entrée du boulevard des Italiens. En 1957, la banque échappe de peu à un projet sordide. Son centre devait être évidé pour y construire une grande tour de béton de 20 étages. Seules les installations de chauffage, d'éclairage et de ventilation seront modernisées. L'apparition de l'informatique dans les années 1970 entraîne quelques transformations. Le hall des titres, dû aux ateliers Eiffel, est détruit. La verrière est supprimée. Les bureaux du rez-de-chaussée et ceux des étages supérieurs sont aveuglés et s'organisent autour d'un petit jardin suspendu. Le 14 mai 1976, le président du Crédit Lyonnais, Jacques Chen, est abattu à coups de revolver par un anarchiste, Jean Bilski, devant le siège central. L'homme se suicida juste après. En avril 1996, le hall donnant sur la rue du 4 septembre accueille le tournage du film Le Cri de la Soie d'Ivo Marciano. La scène est censée se dérouler dans un grand magasin. Finalement, le plan B n'est plus si loin. Par la suite, les locaux servent de cadre au défilé de mode. Donatella Versace en janvier 2013 et Vivienne Westwood en mars 2015. Le dimanche 5 mai 1996, à 8h24, un écran de contrôle signale un feu dans la salle des marchés. 2 minutes plus tard, 2 agents se rendent sur les lieux et alertent les pompiers. Une colonne de fumée obscurcit le ciel de Paris. Une vingtaine de camions de la caserne Saint-Honoré débarquent rue de Choiseul à 8h32. En dépit de l'ardeur d'une centaine de pompiers, le feu se propage rapidement dans la salle des marchés, vaste hall sans cloison ou porte coupe-feu. Les 38 000 mètres carrés de la banque partent en fumée. Dès 9h41, l'annonce de l'incendie est diffusée par l'agence France Presse. Les rumeurs vont bon train. Le Crédit Lyonnais était effectivement en quasi-faillite, vivant un second plan de sauvetage, et le ministre des Finances, Jean Arthuis, venait de déposer une plainte pour présentation de faux bilans, diffusion d'informations trompeuses, répartition de dividendes fictifs. Alors que la Banque du Lyon accusait d'importantes pertes, environ 100 milliards de francs, elle publiait des comptes bénéficiaires. Vers 11h, l'incendie semble enfin maîtrisé. Hélas, 20 minutes plus tard, la dalle du jardin intérieur s'effondre et provoque un gigantesque souffle, faisant naître de multiples foyers d'incendie. De la salle des marchés où se trouvent 200 terminaux d'ordinateurs, le feu se répand par les gaines électriques et les faux plafonds dans tout le pâté de maisons. La verrière vole en éclats. Toutes les archives partent en fumée aux grandes dames des enquêteurs. 600 pompiers sont mobilisés et mettent près de 19 heures pour éteindre le feu. Les 2/3 de l'immeuble sont dévastés, rue de 4 septembre. Vive émotion chez les déposants des 9000 coffres noyés par les lances à incendie. 154 personnes, dont 2 pompiers, sont hospitalisées. Le sinistre est estimé à 1,6 milliard de francs. Pour remettre la banque à flot, le contribuable sera mis à contribution. Selon les premières constatations, il s'agissait d'un incendie volontaire. Suite à la gravité des dégâts, le Crédit Lyonnais vend l'immeuble pour la somme de 1,3 milliard de francs à l'assureur AIG, American International Group. L'immeuble est alors coupé en deux. La banque conserve le cœur historique, soit un quart du bâtiment, qui prend le nom de Hôtel des Italiens. Il comprend les bureaux de l'état-major, la salle du conseil et l'escalier en double révolution. Le reste de l'édifice, donnant sur la rue du 4 septembre, est rebaptisé le Centorial, afin notamment de pouvoir récupérer le sigle CL sculpté sur la façade. En janvier 2001, AIG French Property Fund entreprend d'importants travaux de reconstruction pour le compte du nouveau propriétaire, l'investisseur allemand DK Immobilien Investment.
sous la direction de l'architecte Jean-Jacques Ory. Les travaux présentent 3 objectifs. Protéger les parties classées de l'édifice, c'est-à-dire la verrière métallique des ateliers Eiffel, offrir des équipements modernes aux employés et conserver une trace de l'architecture initiale. La salle des marchés et le jardin suspendu sont remplacés par une longue galerie avec une verrière métallique rappelant celle des titres de l'immeuble original. Coût total des travaux, 74,7 millions d'euros. En 2006, la rédaction du journal Les Échos s'y installe. En 2008, l'architecte des Bâtiments de France fait réinstaller l'écusson en plomb de la banque au sommet du pavillon d'honneur représentant les armes de la ville de Lyon. L'écusson est l'œuvre de l'ornementiste et meilleur ouvrier de France, Jean-Claude Duplessis. Il pèse 4 tonnes, se situe à une hauteur de 36 mètres et présente une largeur de 4,30 mètres et une hauteur de 3,50 mètres. En 2010, la banque quitte le bâtiment pour Villejuif. 2 ans plus tard, le campus parisien de la ADHEC, Business School, emménage dans une partie de l'immeuble. Le Palais Berlitz est un immeuble de bureaux construit au début des années 1930 à l'emplacement du pavillon de Hanovre. Il occupe un quadrilatère formé par le boulevard des Italiens, les rues Louis-le-Grand, de la Michaudière et de Hanovre. L'hôtel d'Antin est construit en 1707 pour le ministre Chamillard qui, disgracié, le vendit aussitôt au financier La Cour des Chiens. Il est alors dit hôtel de travers, car son entrée était en biais par rapport aux autres hôtels de la rue Saint-Augustin. En 1713, il échoit à Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin. Son petit-fils le vend en 1756 au maréchal duc de Richelieu, qui l'agrandit et fait aménager une rotonde sur le boulevard des Italiens. Le pavillon de Hanovre est édifié entre 1758 et 1760 à la demande du maréchal de Richelieu par l'architecte français Jean-Michel Chevauté dans les jardins de l'hôtel d'Antin, rue Neuve-Saint-Augustin. L'origine de ce nom provient d'une rumeur selon laquelle le duc fit édifier cette folie grâce aux impôts prélevés pendant sa campagne militaire dans le Hanovre pendant la guerre de 7 ans. En 1791, le pavillon est confisqué avant d'être vendu. Il abrita un café-concert pendant la Terreur où se donnaient des bals dits macabres et expiatoires. La coutume voulait que l'on s'y salue en mimant de la tête le mouvement de bascule sur l'échafaud. En 1841, l'orfèvre Christoffel s'y installe, puis, au début du XXe siècle, l'éditeur Gabriel Astruc. Menacé de destruction en vue de la construction d'un immeuble de bureaux, le pavillon est démonté pierre par pierre entre février et mars 1930 et reconstruit dans le parc de Sceaux. Les travaux furent réalisés sous la direction de l'architecte Léon Azéma, assisté de Louis Plouzet et d'Urbain Cassan. En 1932, l'architecte français Charles Le Maresquier édifie le palais de Hanovre qui prend le nom de palais Berlitz quand l'école Berlitz d'enseignement des langues s'y installe peu après. Au rez-de-chaussée se trouvent des magasins. En juin 1932, dans la galerie commerciale, est inauguré un cinéma, le Berlitz, de 250 places, dessiné par l'architecte Maurice Griden et rebaptisé Cinéma Michaudière après la Seconde Guerre mondiale. Le 22 décembre 1950, le cinéma est reconstruit et reprend le nom de Le Berlitz. La grande salle de 1500 places, 900 fauteuils dans l'orchestre et 600 fauteuils dans le vaste balcon, est conçue par Édouard Lardillet et décorée par le verrier et décorateur Robert Pansard. En 1977, le cinéma passe sous l'enseigne Gaumont et fait l'objet d'importants travaux de restructuration menés par Georges Penet. Le 18 octobre 1978, le cinéma Gaumont-Berlitz rouvre avec 6 salles de taille plus modeste. L'ancien orchestre est transformé dans une salle de 600 fauteuils, la salle 1, et 5 autres salles comprennent de 125 à 180 fauteuils. L'année suivante, une nouvelle salle est ajoutée et le cinéma est renommé Gaumont Opéra. En 1988, une des salles est détruite par un incendie après un attentat d'intégristes catholiques lors de la projection de la dernière Tentation du Christ. En 1994, l'intérieur de l'immeuble est complètement réaménagé
par l'agence d'architecture Delange Tsarapoulos. Seule la façade Art déco est conservée. Après l'incendie du siège central du Crédit Lyonnais en 1996, la banque y installe son agence centrale. La majeure partie des locaux est actuellement utilisée par le groupe bancaire BNP Paribas. Le bâtiment de style Art déco se dresse sur 8 étages, offrant plus de 13 000 m² de surface commerciale et de bureaux. Élève de Victor Laloux, Charles Maresquier est un opposant farouche à la modernité. Ce conflit se perçoit dans la structure même de la façade, une dimension monumentale et une organisation rationnelle des baies en fonction de leur utilité. Les étages des bureaux sont rythmés par de puissantes colonnes cannelées. Le rez-de-chaussée commercial est habillé de pierres de couleur brune. De plan rectangulaire, l'immeuble est éclairé par un atrium circulaire coiffé d'une coupole de verre. Durant la Seconde Guerre mondiale, le palais de Berlitz hébergea une exposition antisémite et raciste, surnommée « Le Juif et la France », qui s'y tint du 5 septembre 1941 au 15 janvier 1942. Elle fut organisée par l'Institut d'études des questions juives, IEQJ, en s'appuyant sur le travail du professeur d'anthropologie Georges Montandon, auteur du livre « Comment reconnaître le juif », publié en novembre 1940. Cette exposition se prétendait scientifique. Celle-ci est inaugurée par le secrétaire général de l'IEQJ, Paul Cézille, qui a rédigé l'introduction du catalogue. Le thème général est la supposée emprise corruptrice générale des Juifs sur les institutions et les secteurs d'activité français, tels que l'armée, le cinéma, l'économie, la littérature. Je cite un extrait du catalogue. « L'inversion sexuelle, la destruction de nos traditions sont les thèmes favoris des écrivains juifs. » Dans les éditions du 12 et 19 septembre 1941, Cinéma Mondial fait la promotion de l'exposition de propagande antisémite, je cite, « Le Juif et la France, qui dénonce la dénomination du secteur du cinéma par les Juifs. » Afin d'aider le visiteur à identifier le soi-disant ennemi, des photographies et des maquettes exposent des visages juifs correspondant aux stéréotypes antisémites comme le nez crochu ou les cheveux sales. Présentée comme une entreprise d'éducation populaire, afin, je cite, d'aider les Français à reconnaître les Juifs par leurs caractéristiques physiques, cette exposition est utilisée par la propagande pour tenter de justifier diverses mesures discriminatoires prises par Vichy à l'encontre des Juifs français. Sauf que les promoteurs réels et les financiers de l'exposition sont le bureau parisien du service allemand de la sûreté, ainsi que la section d'information de l'ambassade d'Allemagne. Pour preuve, ce ne sont pas des représentants du gouvernement de Vichy qui ont inauguré l'expo, mais 2 dignitaires allemands, Karl Theo Zechel, conseiller aux affaires juives de l'ambassade d'Allemagne, et Theodor Danker. 2 images sont employées pour discréditer les Juifs. Une araignée symbolisant la juiverie faisant un festin avec le sang de notre France, et la sculpture d'un juif errant hideux, étreignant le monde entre ses griffes au pied de la Nouvelle-France. À travers différents panneaux, des personnalités de diverses professions étaient accusées et dénoncées comme ennemis de la France. Le marchand de meubles, Wolf Lévitan, le journaliste de radio Jean-Michel Grunbaum, le journaliste Pierre Lazareff, le dramaturge Henri Bernstein, le producteur et distributeur de films Bernard Nathan, ou encore l'homme politique Léon Blum. Les chiffres de fréquentation divergent selon les sources. Certaines parlent de 155 000 visiteurs. D'autres mentionnent jusqu'à 500 000 visiteurs payants, et soi-disant autant de gratuits et de demi-tarifs, revendiqués par les autorités collaborationnistes pour la région parisienne. Il semble dans les faits néanmoins qu'après un succès de curiosité dû au premier jour, l'intérêt se soit émoussé auprès d'une population méfiante face à ce qui est proposé par l'occupant. L'exposition, ou une partie de celle-ci, est aussi présentée en province, en zone occupée, à Bordeaux, du 28 mars au 11 mai 1942, où le nombre de visiteurs est estimé à 60 000 personnes, ainsi qu'à Nancy, du 4 juillet au 2 août 1942.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.